Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, c'est déjà la fin de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Avant d'aller en vacances parlementaires, les députés se sont dits favorables à des poursuites judiciaires contre Nicolas Kazadi, suivant le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Les députés aussi ont voté la loi d'habilitation qui permettra au gouvernement de mettre en place des lois en leur absence, une pratique qui a été très courante durant le mandat de Mbosso Kodia. En justice, les nouveaux ministres est déjà à l'œuvre. Constant Mutamba est vent debout contre les nuisances sonores et les pratiques déviantes à caractère sexuel. Dans une correspondance, l'ancien opposant a enjoint au procureur général près la Cour de cassation d'engager plutôt des poursuites contre les auteurs de ces différentes pratiques. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouverte après l'installation du bureau définitif, la session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est clôturée ce samedi 15 juin, conformément au règlement intérieur. Au cours de la plénière tenue sous la houlette de Vital Kamerhe, président de cette chambre basse du Parlement, les élus ont autorisé les poursuites judiciaires contre le député national Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, tous deux cités dans le dossier de surfacturation des forages et des lampadaires. Au cours de cette plénière de clôture, les élus ont reçu et adopté les points importants tels que l'adoption d'un projet de loi d'habilitation sollicité par le gouvernement dont l'économie du texte a été présentée à la représentation nationale par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Ce dernier a sollicité et obtenu auprès de la représentation nationale l'adoption de ce projet. Quant à la commission spéciale chargée de la vérification et la validation des mandats des 39 députés, la résolution a été adoptée après quelques éclaircissements du bureau. Pour le point et entrée au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sur l'affaire des forages impliquant l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, il a été autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui député national. Par contre, la plénière n'a pas adhéré à la demande de la commission sollicitant la levée de la mesure visant à restreindre les mouvements du précité. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Le rapport de la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général est recevable. Nous allons laisser au procureur, c'est-à-dire au parquet général, procureur près la Cour de cassation, d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ce que nous lui accordons aujourd'hui, c'est uniquement l'autorisation d'instruction. La session s'est clôturée sur une note d'opportunisme quant à l'avenir du pays, soulignant le rôle clé du Congo dans le développement de l'Afrique subsaharienne. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé à l'unité pour faire face aux défis du réchauffement climatique et a affirmé que le Congo avait des solutions à offrir au monde. Une session de grands enjeux quand même qui se clôture ce samedi sur une note de satisfaction, disent les députés nationaux qui se réjouissent d'avoir épuisé différentes matières prévues. Ils comptent mettre à profit leurs vacances parlementaires pour s'imprégner des vrais problèmes de leurs circonscriptions respectives. On les écoute au micro de Christian Kalonji. Le point phare de cette session ordinaire, c'était l'investiture du gouvernement. Parce que c'est à la mise en place du bureau définitif que la session ordinaire a commencé et nous a permis d'étudier le programme d'action du gouvernement souminois 2024-2028. Et le gouvernement a été investi et je pense, à mon sens, c'est vraiment le point le plus important. Parce que l'attente des Congolais,
était de voir le gouvernement se mettre au travail. Nous devons rendre compte de chaque détail de notre travail au sein de l'Assemblée nationale. Attitude de convivialité et de communion parce que nous allons recueillir également, renouveler les besoins fondamentaux de nos bases pour les emmener et essayer également de confronter ces besoins au programme parce qu'il y a un programme qui doit se marier avec ce besoin. Et notre échange avec la base permettra que nous puissions essayer de le ramener à l'appropriation du programme parce que c'est le gage des attentes de notre population. Nous avions eu aussi la bonne collaboration de toutes les autres institutions. Et quant à cela, la deuxième session, nous allons revenir effectivement pour entrer dans les fonds de tout ce qui doit absolument rendre le peuple congolais heureux. C'est-à-dire la population attend le travail que nous allons faire. Sinon, dans l'ensemble, tout a été bien. Et félicitations aussi à l'honorable président, l'honorable Vital Kamerhe. Et l'Assemblée nationale l'a fait comme le faisait déjà l'ancien bureau que dirigeait Mbosso Nkodia, donner le pouvoir au gouvernement de légiférer pendant que les élus sont en vacances parlementaires. C'est la loi d'habilitation. Le gouvernement souminois a donc les moyens de mettre en place certains de ses programmes prioritaires. Crispin Chibinkofwa. L'Assemblée nationale a autorisé ce samedi 15 juin 2024 le gouvernement à prendre des décisions qui sont du domaine de la loi pendant que les élus seront en vacances parlementaires. Le gouvernement pourra légiférer sur les matières précises, à savoir la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu et des accords et conventions de prêts. Le premier avec la Banque africaine de développement BAD et les fonds africains de développement d'un montant de 60 millions de dollars et les ECON avec les fonds africains de développement d'un montant de 30 millions de dollars au titre des projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture ainsi que la ratification de la convention des prêts conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEM Corp Capital Management Limited. Les députés nationaux ont adopté la loi portant habilitation du gouvernement à l'issue de la présentation du projet de loi par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, mandaté par la première ministre, chef du gouvernement. Cette loi sera promulguée par le président de la République avant son entrée en vigueur. Et les nouveaux membres du gouvernement continuent de recevoir les félicitations. Le Fonds national de promotion et de services sociaux a rendu hommage au chef de l'État pour le choix porté sur Aziza Mounana, nommée ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires pour le FNPS. Elle est pionnière dans les actions à caractère social depuis plusieurs décennies et maintenant en RDC. Désormais ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 13 juin 2024 lors de la cérémonie des remises et reprises entre les deux ministres du Fonds national de promotion des services sociaux FNPSS, conduite par sa directrice générale Alice Mirimo Kabeti, était également présent pour souhaiter ses chaleureuses félicitations à celle qui dirigera désormais les secteurs du social en RDC. Alice Mirimo Kabeti a salué le choix porté sur Nathalie Aziza Mounana pour piloter ce ministère. Nous sommes très victorieuses ici au niveau du ministère des Affaires sociales parce que son Excellence Nathalie Aziza, elle est notre alliée de tout le temps. La directrice générale du FNPSS, Alice Mirimo, a également promis l'accompagnement de son établissement à la nouvelle ministre des Affaires sociales. La redynamisation du FNPSS continue. J'ai toujours dit des sociales dans la solidarité. Nous souhaitons plein succès, futur mandat à son Excellence Nathalie Aziza Mounana, qu'elle soit bénie et nous allons lui apporter toute notre collaboration. Elle a par ailleurs reconnu le travail abattu par le ministre sortant, Modeste Mutinga. Nous avons ici l'occasion de remercier son Excellence le ministre Modeste Mutinga, qui est le ministre sortant. Il nous a aussi beaucoup accompagnés. Les 3 ans qu'il a passé à la tête de ce ministère, il a laissé beaucoup de réalisations au Fonds national de promotion sociale. Cet établissement public se propose d'inaugurer cette année le centre de promotion d'entrepreneuriat pour le jeune en agro-business qui encadrera le parent des enfants identifiés dans les sites miniers au Lualaba et au Katonga.
Et je le disais dans le sommaire, quelques décisions déjà prises par le nouveau ministre de la Justice. Constant Mutamba s'en va notamment en guerre contre les pratiques déviantes à caractère sexuel et les nuisances sonores. Dans 2 correspondances, le ministre de la Justice a enjoint au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires d'abord contre les auteurs des nuisances sonores, peu importe la source de provenance, et ensuite contre les auteurs des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Le nouveau ministre a rappelé la nécessité d'appliquer les lois existantes en la matière ainsi que la politique du gouvernement. L'économie politique et la malédiction du développement est l'ouvrage du tandem Matata Ponyo et Paul Tsassa, tous professeurs en sciences économiques. Cet ouvrage a été porté sur le fond baptismaux avec pour objectif de réveiller le leadership dans chaque lecteur afin de combattre le sous-développement et la pauvreté. Jean-David Kilolo. Publié aux éditions Brûlant à Bruxelles, le livre intitulé « Économie politique des malédictions de développement » a été porté sur les fonds baptismaux, destiné à toute personne intéressée par les questions du leadership et du développement économique. Cet ouvrage s'attache à explorer des questions fondamentales. Pourquoi des pays comme la République démocratique du Congo, Haïti et bien d'autres demeurent-ils dans la pauvreté? Pourquoi cette pauvreté persiste-t-elle alors que d'autres nations parviennent à s'en extraire? Puisse atteindre un grand nombre de personnes, hommes et femmes jeunes, leaders politiques, société civile, afin que les choses changent. Pour Matata Ponyo et Jean-Paul Tsassa, auteurs de ces livres, remettent en question la validité empirique de ces propositions des réponses, à l'exception de la malédiction des institutions. Ce livre doit être lu par tout le monde, non seulement ceux qui sont dans le pays sous-développé, comme la RDC, mais aussi ceux qui sont dans le pays développé et plus particulièrement dans les institutions internationales. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous essayons d'apporter une valeur ajoutée à toutes les théories qui expliquent les causes du sous-développement. On est en face d'un dirigeant qui met en place des stratégies pour atteindre des objectifs égoïstes ou pour répondre aux besoins des groupes de pression. Ce dirigeant ne peut pas être considéré comme un leader. À travers cet ouvrage, les auteurs aspirent contribuer ainsi au débat sur le développement économique en fournissant une perspective novatrice et des recommandations tangibles pour favoriser la prospérité des nations confrontées à la pauvreté persistante. Et en marge de la DRC Mining qui a eu lieu du 12 au 14 juin à Lubumbashi, le Conseil congolais de la batterie, CCB en sigle, a tenu une conférence à l'attention des partenaires et de la presse pour expliquer sa vision sur le développement d'une industrie congolaise de la batterie grâce aux minéraux stratégiques dont regorge la RDC. Denis Le Couturier, directeur général du CCB, a annoncé le lancement de la phase pilote de ce vaste projet à Kamina pour un montant estimé à 900 millions de dollars américains. Fondé en 2022 sur ordonnance présidentielle, le Conseil congolais de la batterie, CCB en sigle, est un établissement public à caractère administratif qui a pour mission principale de positionner la République démocratique du Congo comme acteur clé de l'industrie mondiale de batteries en capitalisant sur les importantes réserves de cobalt et autres métaux stratégiques présents au pays. La transition énergétique représente à la fois des défis. Dans son intervention, Lila Spezo, directrice de la communication et business development du CCB, a expliqué que la RDC peut contribuer de manière significative à un avenir plus durable grâce à ses ressources naturelles abondantes et grâce à son engagement en faveur des énergies renouvelables. Il s'agit de relever ces enjeux tout en saisissant les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux que cette transition peut apporter au pays. Une opportunité dont la RDC doit se saisir pour le développement d'une filière industrielle bénéfique aux Congolais. En présence du PCA, du CCB et d'autres cadres, le DG Denis Le Couturier a présenté le projet intégrateur de développement de l'industrie congolaise de la batterie dont la zone de production des précurseurs serait située à Kamina,
dans la province d'Olomami. Nous préconisons de développer une zone économique spéciale pour la fabrication des précurseurs à Kamina. Pourquoi Kamina? Kamina se trouve dans le centre géographique des lieux d'extraction du cobalt, du Lualaba, du nickel Kasaï central et du manganèse Kisenge. Une industrie dont les filières seront installées dans plusieurs provinces, notamment l'ancienne orientale, les Kasaï et Kinshasa, où sont fabriquées des voitures électriques. S'en est suivi la séance de questions-réponses sur cet important projet qui va connaître son début dans 4 ans. Et au Nord Kivu, les travaux sur l'amélioration du projet de cadrage du rapport initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC Poule de Goma se sont clôturés ce samedi. À l'issue de cet atelier, des améliorations de ce rapport ont été recueillies par toutes les parties prenantes et le document final sera rapporté à la commission de validation qui se tiendra dans le Haut-Katanga à Lubumbashi du 27 au 28 juin 2024. Après 3 jours d'intenses travaux de l'atelier pour l'amélioration du projet de cadrage du rapport ITIE RDC 2022 Poule de Goma, toutes les parties prenantes ont donné leurs avis pour améliorer ce rapport. Baudry Omewatu Ngandu wa Mulamba, expert à l'ITIE en charge de la planification, suivi et évaluation, exprime sa satisfaction pour le bon déroulement de ces travaux. Nous avons recueilli des améliorations, mais c'est un travail qui est fait dans plusieurs poules et on va les compiler ensemble. Ils seront validés par la commission Lubumbashi. À ce jour aussi, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons quand même pu avoir l'essentiel de ce que nous sommes venus chercher, c'est-à-dire les améliorations des parties prenantes et du Nord-Kivu. La prochaine étape, c'est Lubumbashi où on va verser toutes les recommandations dans une commission de validation du 27 au 28 juin de cette année. Les participants disent avoir formulé plusieurs recommandations pour effectivement améliorer ce rapport ITIE RDC. Nous avons recommandé à ce que le secrétariat technique puisse prendre en compte les dispositions de la norme 2023, mais aussi les mesures correctives du rapport de validation 2022 de la RDC. Après cette étape de Goma, rendez-vous à la fin de ce mois de juin dans la ville de Lubumbashi, où le document final du projet de cadrage du rapport ITIE RDC 2022 sera versé. Et puis du 13 au 15 juin, la ville de Paris, capitale française, avait abrité les travaux de la conférence des chefs d'institutions de l'association des cours constitutionnels francophones, le ACF en sigle. La protection constitutionnelle de la liberté d'expression était le thème de ces assises organisées au siège du Conseil constitutionnel de la France. La RDC était représentée à ce grand rendez-vous par le président du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamuleta et dans sa suite le juge François Bokona et quelques collaborateurs de l'animateur de cette haute juridiction. Les travaux de Paris ont été répartis en 3 ateliers. Parmi les principaux intervenants, le Congolais Dieudonné Kamuleta, qui a partagé l'expérience de la Cour constitutionnelle de son pays sur la liberté d'expression au XXIe siècle. Il a démontré les avancées dans ces domaines à travers les arrêts de la Haute Cour congolaise face aux réalités numériques du monde moderne confrontées aux réseaux sociaux et leurs implications néfastes. La Cour constitutionnelle de la RDC s'inscrit totalement dans la protection des droits et libertés fondamentaux et beaucoup plus aussi l'expression de la liberté d'expression qui pour nous est moteur. Parce que si nous pouvons aller de l'avant, c'est ce droit-là qu'il faut d'abord et faire en sorte que même dans la culture collective, cela soit accepté. Dieudonné Kamuleta a saisi cette opportunité pour offrir un cadeau symbolique à 8 dirigeants de haute juridiction francophones, dont les Français, le Sénégalais et le Marocain. Ces cadeaux comprennent les textes régissant les compétences de la Cour constitutionnelle, sa loi organique, l'ordonnance sur les statuts particuliers de la Cour constitutionnelle, son règlement intérieur, ainsi qu'un fascicule présentant les compétences et la jurisprudence de cette juridiction. Dans un style limpide et de manière naturelle, le président de la Cour constitutionnelle congolaise a suscité
suscité au cours de son intervention l'admiration de ses homologues de l'espace francophone. Signalons que les travaux de cette conférence ont été clôturés vendredi, toujours au siège du Conseil constitutionnel français. La journée de samedi a été réservée à une visite touristique du château de Châtelet. L'association de cours des francophones est dirigée pour ses mandats par le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, l'hôte des marques, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, a ouvert les travaux le mercredi dernier. Vivre ensemble entre les communautés des deux entités territoriales décentralisées, Bayeké Fungurume et l'état actuel des revenus infranationaux de la chefferie de Bayeké, tels ont été les sujets abordés par la société civile dans un atelier de sensibilisation et information de l'action pour la défense des droits humains. Du 14 au 15 juin à Fungurume, ces acteurs de la société civile ont réfléchi sur les 3 leviers du développement TFM pour Bayeké, concession TMF, écrasage artisanal, sang et A, femmes et enfants dans la mine des TFM. Quels problèmes sanitaires paix et vivre ensemble dans les Bayeké et Fungurume? Bondoué Kwimbi, secrétaire du CLD de la chefferie des Bayeké, donne la quintessence. Et pour que nous parlions paix, nous devons mutuellement nous comprendre. C'est un échange qui, à mon sens, était fructueux et va nécessiter de telles rencontres dans l'avenir afin que la paix règne réellement entre les deux entités, parce que c'est l'indice principal du développement. Organisé par l'Action pour la défense des droits, avec les cadres de concertation de la société civile, Gauthier Kavanda, porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Fungurume, explique. En tant que société civile, nous avons beaucoup entendu parler de projets commune Fungurume comme ETD. Et pour nous, il fallait également jeter un regard sur Bayeké. C'est pourquoi nous avons invité le CLD Bayeké, notamment le secrétaire, pour qu'on nous dise finalement, avec la redevance minière générée par TFM, qu'est-ce que Bayeké fait avec. Nous allons continuer avec la présence des enfants et des femmes dans la mine TFM. Quel genre de conséquences sur le plan sanitaire? Nous allons parler également du creusage artisanal sur les points négatifs parce que l'entreprise se plaint tout le temps, on nous caillasse, on nous vole, ainsi de suite. Il n'y a pas de ZEA. Je pense que là, nous allons formuler directement la recommandation aux autorités nationales, provinciales. Il faut créer des ZEA en dehors des concessions minières que eux ou elles, les autorités, ont vendues. L'appel au vivre ensemble pour un bon développement bénéfique aux populations. Place au rappel des titres à présent. À la une de cette édition du journal, on a parlé de la fin de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Avant d'aller en vacances parlementaires, les députés se sont dit favorables à des poursuites judiciaires contre Nicolas Kazadi, suivant le réquisitoire du général près la Cour de cassation. Et les députés ont aussi voté la loi d'habilitation qui permettra au gouvernement de mettre en place des lois en leur absence, une pratique qui a été très courante durant le mandat de Mbosso Nkodia. Et en justice, le nouveau ministre est déjà à l'œuvre. Constant Moutamba est vent debout contre les nuisances sonores et les pratiques déviantes à caractère sexuel. Dans deux correspondances plutôt, l'ancien opposant a enjoint au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites contre les auteurs de ces différentes pratiques. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.